qu'il y a des acteurs qui ne sont pas intégrés dans la réflexion sur les paiements et qui sont partie prenante aujourd'hui des paiements de manière évidente, ce sont les télécoms. Il va falloir quand même qu'au niveau national et au niveau européen, on intègre les télécoms comme étant un maillon des paiements. Aujourd'hui, hormis le chèque, on ne fait pas de paiement sur les télécoms. Donc il va falloir quand même que chacun prenne sa part de responsabilité et apporte ce qu'il peut apporter à la sécurité de l'ensemble. Et j'ai cru lire dans le document qu'on avait 18 mois pour faire un scheme. Alors là, franchement, s'il y en a un ici dans la salle qui sait faire un scheme en moins de 18 mois qui se lève, c'est juste pas possible. Très honnêtement, quand on combine la dizaine de textes qui est paru, moi je pense que ça ressemble quand même plus à long terme, en tout cas à une révolution qu'à juste une petite évolution. D'une manière générale, je pense que la FEPAM et FinTechUR en accueillent favorablement le fait que l'Europe bouge, qu'elle soit dynamique, qu'elle essaie de s'adapter, qu'elle donc propose des évolutions législatives pour faire en sorte que le marché européen soit dynamique. L'enjeu essentiel, c'est quoi le modèle des établissements bancaires ? Et puis le temps qu'on va passer à construire ça, on va pas le passer à lutter contre la concurrence et faire des choses en France. Mais je pense que c'est pas que ce soit l'urgence. Je pense qu'on a pas mal de sujets de tokenisation des assets traités et je préférais un argent d'innovation là-dessus. La DSP2 a été un texte absolument structurant dans l'économie, dans le monde bancaire bien évidemment, mais également pour le commerce. L'essentiel des paiements aujourd'hui se fait encore par carte. On a des acteurs cartes qui sont performants et qui assurent la souveraineté au moins nationale. Le point du level playing field est important. C'est vrai qu'on a vu avec la DSP2 que c'était compliqué d'avoir une harmonisation européenne de ce texte. Et là, on voit un certain nombre de correctifs, notamment avec ces deux textes, la directive et le règlement, qui vont contribuer certainement à pallier cette insuffisance. Moi, je pense qu'on a besoin de deux choses, hein. Un aspect stratégique et un aspect opérationnel. L'aspect stratégique, c'est les bonnes idées. L'aspect opérationnel, c'est les bonnes idées qui marchent et donc qui s'adressent au end-user, hein. Le message à passer là-dessus, c'est continuer à nous harceler, à nous dire « mais vous êtes gentils, mais vous faites une belle cathédrale théorique, mais en fait, ça ne marche pas ». Parce qu'on aura vraiment besoin de ce feedback-là si on veut éviter d'avoir en gros un nouveau paquet paiement dans 5 ans. Parce que l'objectif, ça serait qu'on se donne en début de prochaine mandature européenne 2 mandatures pendant lesquelles on touche quasiment plus au cadre réglementaire et législatif en matière de paiement, que ce soit sous l'angle crypto, que ce soit sous l'angle monnaie publique, que ce soit sous l'angle cash ou que ce soit sous l'angle paiement numérisé, pour pouvoir laisser l'industrie se développer. Nous sommes dans une industrie qui se transforme et donc quand une industrie se transforme, on peut pas du jour au lendemain avoir des textes qui fonctionnent, des outils techniques qui fonctionnent, une sécurité optimale. Il y a des sujets de concurrence. L'euro numérique se présente comme un ancrage monétaire. Finalement, au fur et à mesure des mois, ce n'est plus uniquement un sujet de monnaie, c'est un sujet de paiement, d'instruments de paiement, et donc qui entre en concurrence avec les moyens de paiement qu'on développe. Avec un biais concurrentiel de notre point de vue, c'est qu'avec le cours légal, les commerçants seront obligés d'accepter l'euro numérique, quand aujourd'hui EPI doit aller chercher et convaincre les commerçants d'accepter EPI. Donc là, on a quand même un biais important en termes de concurrence, nous semble-t-il. L'instant de paiement est effectivement un rail de paiement auquel on croit beaucoup. Il y a des couches servicielles à y apporter. EPI répond en partie à la question et on va soutenir ce projet. Mais il ne faudrait pas qu'il entre en conflit avec d'autres projets européens tels que l'euro numérique qui, à notre sens, est quelque chose qui reste encore un petit peu flou dans notre esprit. Moi, je pense que le grand enjeu, il va arriver quand il va y avoir des paiements e-commerce et en proximité, parce que les premiers usages, je pense qu'ils sont assez installés avec nos clients, et si on leverage bien nos assets d'API, des banquiers, on va y arriver. Je pense que l'IP, c'est un rail super intéressant pour monter beaucoup de services. On est vraiment focalisé là-dessus pour que ça fonctionne. Maintenant, EPI, j'ai envie de dire, répétons pas les erreurs du passé. Pour l'instant, c'est vu par les membres de la FEPA, mais comme les fintechs, comme un projet bancaire et pas comme un projet avec des banques, des établissements de paiement et ouvert à tous. Et je fais le lien avec l'euro numérique. Plus EPI se développera et répondra en fait aux attentes du marché avec des sujets d'innovation. Et moins on laisse d'espace à des projets moins faciles à appréhender. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'est aussi ça, c'est que il y a une feuille de route qui est fixée par IP, qui est ambitieuse, hein, parce que développer et installer un moyen de paiement dans une gamme qui est déjà assez riche, c'est compliqué. La force d'EPI, c'est qu'on arrive avec des nouveaux cas d'usage, de la vraie valeur ajoutée, et qu'elle soit pour les commerçants et pour les consommateurs, donc traite les deux côtés du marché. Et donc le message que je vous passe, c'est les forums institutionnels comme le CNMP et les forums comme le France Payment Forum, on compte vraiment sur vous pour nourrir les positions de négociation, parce qu'encore une fois, sur un certain nombre de sujets, les jeux sont en réalité assez ouverts.